C'est pourquoi, alors, il a compris que vraiment ce n'est pas possible. Il a dit, bon, il s'est intéressé aussi à l'histoire de l'écriture. Oui. Comment l'écriture a quitté l'Égypte antique vers la Mésopotamie, la Grèce, la Grèce antique. Donc, il a vu qu'à chaque fois qu'une société, à chaque fois qu'un alphabet est à disposition et que quelqu'un d'autre aussi veut transcrire sa langue, donc, si les langues sont différentes, les alphabets aussi sont différents. Il a compris. Par exemple, les hiéroglyphes égyptiens faisaient la transcription de l'égyptien ancien. Mais ceux qui ont inventé l'alphabet, ce sont, comment on appelle, les Assyriens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, les Assyriens et autres là, donc les ancêtres des Syriens et des Libanais actuels. Donc, qui ont inventé le système alphabétique. Donc, leurs maîtres, c'est les Égyptiens. Eux aussi, ce sont eux qui ont enseigné les Grecs. Il y a l'alphabet grec. Oui. Les maîtres aussi des Grecs, c'est ça. Oui. Et les Grecs aussi ont envoyé l'alphabet à Rome, dans le monde latin. Donc, à chaque fois que l'alphabet arrive au niveau d'un peuple, s'ils trouvent que l'alphabet qu'on les a enseigné n'est pas apte à transcrire leur langue, ils inventaient d'autres écritures. Oui. Donc, il a compris que, alors, si l'alphabet arabe et l'alphabet latin ne sont pas inaptes à la transition des langues africaines, alors il faut inventer un système d'écriture qui soit adapté. Oui. Donc, c'est comme ça, le 14 avril 1949, date à laquelle il s'est trouvé à Benzerville, oui. En Côte d'Ivoire. C'est dans l'ouvrage. Oui. Oui. Donc, il a inventé l'alphabet Nko et maintenant, qui est capable de noter les tons des langues africaines. Et si vous comprenez, Magine, c'est différent, oui. N'est-ce pas? Donc, quand vous prenez l'exemple aussi en Maninka, fait, c'est la calebasse, oui. c'est l'infirmité. L'infirmité, oui. Donc, oui. il y a des milliers d'exemples dans de nombreuses langues africaines. Oui. Il a compris. Et dans la grammaire aussi des langues africaines, un mot peut changer de nature grammaticale, d'espèce de mots, en variant seulement les tons. La signification change. Donc, vous avez pris un bel exemple, fait, qui veut dire calebasse, oui. et fait, qui veut dire infirmité. Handicap ou infirmité, oui, comme vous dites. Mais oui. c'est éloquent comme exemple. Mais enfin, effectivement, en vous laissant partir, vous êtes parti en Grèce, vous revenez. Oui. On va essayer de rester dans le Nko. Oui. Mais c'est quoi Nko? Pourquoi l'appellation Nko? Parce que dans votre ouvrage, effectivement, on a vu que, effectivement, puisque le Nko touche, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest en tout cas, toutes les populations qui ont en partage cette langue, toutes ces langues autour du Maninka-Kan, il y a beaucoup de dialectes où il y a des différences de ton, il y a une base. Pourquoi le choix du Nko? Parce que dans votre ouvrage, vous expliquez que c'est lié aussi cette histoire-là à l'appellation que Soundiata Keïta aurait donnée lors du Kouroukanfouga. Une histoire liée à ça. Oui, il y a une Pourquoi le Nko? Suleyman Kanté, effectivement, il nous magnifie beaucoup. À chaque fois qu'il pose un acte, il aime beaucoup la continuité historique. Et quand il a inventé ce système d'écriture, donc il l'a appelé Nko. Nko, c'est le verbe dire à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Oui. J'ai dit. Ça veut dire je dis. J'ai dit. Oui. N'arrête. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc, c'est l'un des verbes les plus utilisés. Mais, quand Solomon Kanté, parce que c'était aussi un Issourien, je le dis dans l'ouvrage, il est auteur de 48 ouvrages. Donc, quand il y a eu la célèbre bataille de Kirina que les Issouriens situent en 1235, il était question quand même de mettre en place une organisation sociale à Kouroukanfouga, où il y a eu la fameuse charte. Donc, et comme c'est toute la... Vous savez, ça c'est des enseignements de l'histoire. Les grands empires étaient multi-ethniques. Je le dis souvent, le problème ethnique ne s'est jamais posé dans l'Afrique traditionnelle. C'est maintenant là on pose. Donc, tous ces empires étaient multi-ethniques. Donc, Solomon Kanté, quand il a... Soundiata Keïta, quand il s'adressait à la foule, à Kouroukanfouga, donc au lieu de citer tribu par tribu, ethnie par ethnie, donc il a dit, donc je m'adresse à vous tous qui disent
Nko. Et là, Donc, c'est pour éviter, oui. c'est pour éviter de citer, donc ça veut dire que c'est un terme fédérateur. Donc, qui, à l'époque de Sundiata, toutes les ethnies, toutes les tribus qui vivaient dans l'empire du Mali étaient appelées de ce nom. Oui. Donc, ça veut dire que le mot Nko, en fait, il n'est pas de Solomon Kanté. Solomon Kanté a inventé un système d'écriture. Mais c'est un terme que les paroliers utilisent. Il a emprunté cette appellation, ce terme, qui aussi est un terme qui réunit, qui est fédérateur d'ethnies, de gens parlant les dialectes qui sont plus ou moins proches les uns des autres. Oui, effectivement. Vous parlez de ces dialectes. Il y a 4 dialectes que vous indiquez dans votre ouvrage qui ont l'air sous embranchement. Voilà, c'est-à-dire que vous parlez, on en avait parlé tout à l'heure, je reviens là-dessus parce que c'est important. Vous avez parlé de ces quatre dialectes, vous parlez du Bamana-Kan. Donc ça c'est dans l'actuel Mali, le Bambara. Il y a le Djoula, c'est ça, de la Côte d'Ivoire, et puis un peu au Burkina. Et puis il y a le Manikankan, c'est bien cela. Ça c'est en Guinée. Et il y a le Mandingo, donc du côté de l'ouest, enfin Sénégambie, Sénégal. En commençant par les Djakanké de chez nous. Tout à fait, ah oui d'accord, tout à fait. Et puis quand on va plus loin, on voit qu'il y a le pays Maou. Enfin, les Maou ou les Maouka en Côte d'Ivoire. Et puis entre la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, vous indiquez les Kounian, les Kounianké ou les Kounianka, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc tous ces embranchements, l'idée pour lui était de faire en sorte que cet ensemble-là, tous se reconnaissent dans cet alphabet Nko. Bon, c'est un peu la vision panafricaniste de Solomon Kanté. Vous savez, un chercheur, un scientifique aussi peut être engagé. Solomon Kanté, comme vous le voyez, qui a voyagé beaucoup au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Bon, dans sa tête, il n'a pas beaucoup tenu compte des frontières coloniales. Comme vous-même, vous le voyez, il s'est intéressé aux autorités de tous ces pays pour l'adoption du Nko. Je le signale dans l'ouvrage. Il s'est adressé aux autorités guinéennes dès l'indépendance, maliennes et ivoiriennes après. Donc, c'est un peu le contre-pied de la linguistique occidentale. Vous savez, la recherche scientifique, elle n'est jamais innocente. Donc, Solomon Kanté aussi a compris que chez les linguistes occidentaux, ils ont toujours tendance à séparer les langues africaines. C'est-à-dire c'est une façon pour ne pas que les Africains se retrouvent linguistiquement. Donc, un linguiste européen va toujours considérer le Pulaar de Guinée comme une langue à part et le Pulaar du Sénégal comme une autre langue à part. Est-ce que vous comprenez? Donc, Solomon Kanté a pris le contre-pied de cela. Donc, dans la linguistique occidentale, le Maninkakan est une langue à part. Le Bambara est une langue à part. Le Djoula est une autre langue à part. Donc, mais Solomon Kanté dit, tout dialecte africain, s'il y a intercompréhension, c'est la même langue. Est-ce que vous comprenez? Dire que ça, c'est le Pulaar de la Guinée, c'est le Fulfulde du Massina, ou c'est le Peul du Cameroun. Donc, Solomon Kanté, quand même, dans sa vision, donc il ne faut pas faire éclater les grandes langues africaines. Parce qu'un jour, si il doit y avoir une intégration africaine, donc ça peut se bâtir autour des grandes langues africaines. Mais si on choisit l'éclatement d'elles au départ, donc ça peut nous rattraper après. Donc c'est un peu aussi la vision idéologique de Solomon Kanté par un exemple, quand vous lisez les ouvrages des linguistes européens, même le Soso de Kindia et le Soso de Bokeh, on dit que c'est différent. Mais même si nous sommes en Guinée, mais c'est la même langue. Donc la vision de Solomon Kanté est vraiment, tant qu'il y a l'intercompréhension entre les locuteurs d'une langue, il faut les considérer comme étant la même langue. Donc c'est un peu sa vision. D'accord. Introduction au Nko, une alternative linguistique pour l'Afrique. C'est l'ouvrage de Nafadi Sorikonde, notre invité pour le compte du numéro parenthèse d'aujourd'hui. On en parle très rapidement. On va être bousculé par le temps alors qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai envie de dire, on a parlé un peu de pas mal de choses déjà. Mais je voulais maintenant qu'on s'intéresse vraiment au Nko. Il y a combien d'alphabets dans le Nko? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise le Nko? Bon.
La principale caractéristique du Nko, c'est sa phonétique et sa phonologie. Et c'est aujourd'hui, si Solomon Kanté est considéré, la pensée de Solomon Kanté est enseignée aujourd'hui dans les grandes écoles de linguistique occidentale. Oui. Bon, parce que nous, les Africains, nous apprenons l'Onko parce que c'est notre culture, c'est notre valeur. Mais si l'Onko a franchi les frontières de l'Afrique, c'est que Solomon Kanté aussi a ajouté quelque chose à la linguistique. Donc, grâce à son travail, même aujourd'hui, les chercheurs occidentaux tiennent compte des tons des langues africaines. C'était un phénomène, c'est vrai, qui était connu en Occident, mais qui était plus ou moins minimisé. Mais aujourd'hui, grâce à la recherche scientifique, grâce aux travaux de l'Oko-Lonko et grâce à la production littéraire quantitative et qualitative du Nko aujourd'hui, vraiment, donc c'est une école qui s'exporte. Donc, c'est une école historique, c'est une école linguistique, c'est une école thérapeutique. Donc, tous ces éléments, donc aujourd'hui, continuent à soutenir. On se rend compte que Solomon Kanté n'était pas seulement aussi un linguiste, mais c'est un philosophe, parce qu'il a bâti toute une idéologie, comme je le disais, autour de son mouvement. Au-delà même du fait qu'on puisse le considérer comme un philosophe, dans votre ouvrage, vous dites que c'est un panafricaniste, parce que justement, ça me donne la possibilité de venir à un autre point que j'attendais, vraiment, la littérature africaine écrite en Nko. On découvre effectivement dans votre ouvrage qu'effectivement, il y a de la production, une littérature écrite, mais faite en Nko. Évidemment, il y a tous les aspects de transcription des langues africaines, mais au-delà, il y a de la production, et c'est extraordinaire. Vous citez 10, comment on dit ça, 10 modèles allez-y, aidez-moi. Effectivement. Les 10 branches de la littérature. Exactement, les 10 branches de la littérature dans le Nko. Je voulais que vous en parliez parce que ça m'a semblé vraiment intéressant, parce qu'effectivement, à partir de là, on s'aperçoit effectivement que, voilà, c'est... Bon, l'originalité de Solomon Kanté, c'est ça. Nous avons tous appris la littérature orale à l'école, au lycée. Mais tous ces auteurs que nous étudions, les traditionnalistes, les Kamara Lai, les Birago Diop, les Amadou Ampateba, sont partis à l'école française. Et si vous comprenez. Donc, ils ont essayé de traduire la littérature orale. Même Sundiata ou l'épouve Manek de Djibril Tamsir-Niane. Ils ont essayé de traduire la littérature orale, mais sous le prisme de leur formation en langue française. Bon, Solomon Kanté n'est pas échappe un peu à ces modèles. Il n'est pas allé à l'école française, donc il est issu de l'école traditionnelle, même s'il a fait la religion, il a étudié la religion, mais il est Kanté, il est descendant du célèbre Soumaoro Kanté, son ancêtre lointain. Donc Solomon Kanté aussi a été initié dans les secrets de l'Afrique traditionnelle, comment les sociétés africaines traditionnelles. Donc il a été, comme on le sait, initié. Donc, il est issu de... Donc, il est un peu de l'école traditionnelle. Donc, il n'a pas reçu beaucoup d'influence comme nous qui sommes partis à l'école française. Donc, c'est ce qui fait que... Donc, alors, la façon dont les paroliers traditionnels segmentent la littérature traditionnelle, c'est ce qu'il a fait. Il a parlé des 10 branches de la littérature. Donc, ça, c'est du point de vue école traditionnaliste africaine. Tout à fait. Il y a des écoles, comme on le sait, Solomon Kanté même le dit. Il y a le célèbre village de Fadama, à Kouroussa, en Guinée. Permettez-moi juste, mais très rapidement, de lire. J'avais noté ça, page 111 de votre ouvrage. Vous dites, la littérature africaine écrite en Nko. La littérature africaine écrite en Nko est la dernière née des littératures. Car elle a vu le jour seulement après la Seconde Guerre mondiale. Elle est une sorte de prolongement de la littérature des foyers maraboutiques. On en a parlé car son inventeur y a trouvé son goût et sa passion pour l'écriture. Ça, on en a parlé. Cependant, elle est très autochtone et s'avère forcément distincte des 2 autres qui s'appuient sur des écritures étrangères. Là, depuis tout le temps, c'est de ça qu'on parle, comme l'arabe pour transcrire les langues ou ne tiennent pas du tout compte des langues africaines. Quoi qu'il en soit, on observe une certaine popularité de cette littérature en Nko, dont l'ampleur augmente année après année. Et ça, on le découvre dans votre ouvrage aussi, parce qu'effectivement, dans l'ouvrage, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais dans l'ouvrage, vous indiquez que il y a eu une prolifération, c'est vrai, sur le temps, mais d'écoles Nko
et vous particularisez le type d'enseignement de masse, enfin en tout cas collective, dans le Nko, cette spécificité que le Nko a eue et de, on va dire, les adeptes, les élèves de Solomon Kanté lui-même, tous ces gens qui se sont déployés, qui se sont investis à faire en sorte que je dis, cet outil-là qui est le Nko ne puisse pas mourir et sa tenue. Beaucoup de gens ont pu avoir des formations et à chaque fois que quelqu'un a eu une formation et investi là-dedans, je crois que c'est votre cas aussi. Et puis, vous précisez dans l'ouvrage que ce n'est pas seulement en Guinée. Et ça devient aussi intéressant parce que vous situez dans l'ouvrage des écoles, leur histoire, leurs fondateurs, et puis surtout au Mali, en Côte d'Ivoire. Et puis, je m'arrête là pour rappeler quelque chose qui est très frappant, au Burkina aussi. Quelque chose de très frappant, c'est que, au-delà du fait que Solomon Kanté soit l'inventeur du Nko, et puis bon, comme on a dit, il a voyagé beaucoup, très attaché, il a des liens avec le Mali, la Côte d'Ivoire pour ses activités commerciales, mais aussi pour ses recherches. Et on ne sait même pas comment il a fait pour jumeler les deux, le commerce et la recherche. Mais vous racontez quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, je papillonne là-dedans comme ça. C'est que c'est l'histoire d'amour de Solomon Kanté avec l'amour de sa vie qu'il a rencontré en Côte d'Ivoire à Bouaké. Ça, c'est pour revenir un peu à la poésie, parce qu'il est auteur aussi de beaucoup de poèmes, 1000 et quelques, dites-vous, dans l'ouvrage, et parmi eux, des poésies qui se rapportent à la théologie, donc à la morale, comment doit-on se comporter en société, à la science justement. Ça nous ramène à tout ce qu'il a fait comme travail immense dans le domaine de la recherche. Au leader politique des indépendants. Au leader politique, c'était quelqu'un qui a magnifié. Même à Kwame Nkrumah, à Sékou Touré. Parce qu'il est parti au Ghana où il est. Tout à fait. La proclamation de l'indépendance du Ghana, premier étant noir. Oui, tout à fait. D'Afrique noire. Il était frappé par tout ça. Et donc, il y avait de la production dans ce sens. Et pas que lui. Donc, on va dire des adeptes à lui, des élèves, des proches, des contemporains à lui, et même d'autres qui sont venus après. Et puis, il y a ce que vous avez appelé, donc, parlant de la littérature Nko, on s'aperçoit que donc il y a eu des poèmes, des recueils de poésie qui donc ont été édités. Et même, j'avais envie de vous poser cette question pour partager aussi justement avec les téléspectateurs. C'est que dans l'ouvrage, on s'aperçoit, sans que vous ne l'indiquiez forcément, ça c'est le point de vue du lecteur que je suis, on s'aperçoit que le Nko quand même a eu du mal dans sa diffusion. Et puis on voit ce lien qu'il y a entre le Nko et l'Égypte, donc le Caire, justement, à cause de l'autre qui y était. Baba Mamadi Djané, qui est vraiment quelqu'un aussi de très important. Qui a beaucoup participé à la modernisation, surtout à l'informatisation. Ah oui, mais alors, l'informatisation, on s'aperçoit qu'il y a eu un vrai périple. Une saga. Une saga pour y arriver, avec les institutions qui sont chargées de cela. Plusieurs fois, ça a échoué. Et pour admettre, enfin en tout cas, pour l'admission du Nko dans le système international. Il a fallu batailler très dur. Ok, alors donc on nous signale justement qu'on arrive vraiment alors que j'avais vraiment envie de parler de cette excellente, enfin cette passionnante histoire, un roman qui a été intégralement écrit en Nko, cette histoire d'amour, ce beau roman en tout cas. Namori Kanimba. Voilà, Namori Kanimba, qui est une espèce de, on va dire, de tragédie, en tout cas. De l'auteur Bintou Bakar Kaba, qui vient à peine de mourir, paix à son âme. Donc il a été enterré, il est décédé le 28 septembre exactement. 2018 là. On devait produire ce jour et puis justement l'émission a été reportée. Donc paix à son âme, mais justement voilà. Et malheureusement, bon, alors je vais peut-être vous poser une petite question et puis on va passer malheureusement au marque-page. Ça va donner l'occasion aussi de partager quelques passages
la lecture de quelques passages pour nos téléspectateurs. Alors, donc j'avais envie de dire, et puis effectivement, on n'en a pas parlé, de nombreuses écoles qui ont été construites, les associations constituées aussi, on va dire, en quelque sorte, dans l'essor d'un co. Puisque l'UNCO a été obligé d'évoluer dans le cadre non formel. Ben oui. Parce qu'on sait que Solomon Kanté a rencontré Sékou Touré, Oui, j'en parle dans le livre. Oui. Et on sait que les dirigeants de l'écran ont rencontré Lansana Conté. Oui. Et Solomon Kanté lui-même avait proposé l'adoption même d'un coup au gouvernement malien de Moussa Traoré, voire même à Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a toujours tapé aux portes, mais on sait que le système, donc, c'est là Solomon Kanté a été très intelligent. Donc, si l'UNCO, il s'est rabattu sur les villages. Oui. C'est-à-dire, il a laissé les élites politiques et intellectuelles officielles et il a fait de ça un outil de développement dans les zones rurales. Oui. Vous-même, vous avez dit que pour la première fois, quand vous étiez petit dans votre village, vous avez toujours entendu parler de ça. Donc, l'UNCO, en fait, c'est quelque chose qui est rural, qui a quitté la base et qui monte. En tout cas, on peut dire que pour ceux qui entendent, moi j'ai entendu parler il y a longtemps, je ne connais pas l'alphabet en question. C'est d'ailleurs le tout premier ouvrage que j'ai lu entièrement sur... C'était ça aussi l'objectif de l'ouvrage, parce que j'ai vu que même si on en parle d'un coup, les francophones entendent parler d'un coup, mais qu'est-ce que c'est réellement? Oui, on ne savait pas. Et c'est ce qui m'a motivé vraiment à écrire cet ouvrage en français, vraiment pour savoir vraiment de quoi il s'agit. Introduction au Nko, une alternative linguistique pour l'Afrique. Effectivement, ça évoque votre ouvrage, on n'en a pas parlé, mais ça évoque cette nécessité qu'il y a pour les pays africains, effectivement, de trouver des outils pour communiquer, pour parler de leur propre culture. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'était un énorme plaisir de vous savoir nombreux encore aujourd'hui à nous suivre, donc surtout avec Nafadi Sori Kondé. À présent, ne quittez pas parce que ce n'est pas fini. Nous passons donc à présent à la rubrique qui s'appelle Marque-Page. Historique et acception du terme Nko. À l'origine, le Nko désigne la langue commune du manding médiéval. C'est l'empereur Manding Sundiata qui aurait popularisé le terme lorsqu'il s'adressait à ses légions en 2036 à Kouroukanfoura. Au début de son discours, pour éviter de citer le nom de chaque tribu ou groupe ethnique, il s'est acclamé. Je m'adresse à tous ceux qui disent Nko. Ce terme fédérateur désigne l'ensemble des langues parlées dont cet empire du Mali qui avait regroupé une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, accessible au langage des griots. Souleymana Kanté a tiré ce terme de l'oubli et l'utilisa comme le nom de son alphabet. Le monde actuel connaît le terme comme un système d'écriture. L'inventeur de l'alphabet Nko, lui, donnait deux sens. Langue commune du Manding, Manding Fodobakan. Je ne sais pas si je prononce bien. Après, si vous avez écrit en Nko, enfin, je ne peux pas lire. Et alphabet phonétique africain, Fadafina Sembesun Kama Serema. Je le dis bien, vous pouvez le prononcer. Plutôt bien. Ah oui, super. Alors, c'est transcrit en français, donc je peux m'y essayer. Donc, il est clair que dans l'esprit de Souleymana Kanté, le terme désigne aussi bien la langue que l'écriture. Mais pour le monde de la recherche, la signification du concept Nko va au-delà de ces deux premières acceptations. Il embrasse aussi la littérature, la thérapie, un système d'éducation populaire et une philosophie, etc. Pour cerner cela, voilà certaines définitions du Nko données par des universitaires. Et ça, c'est intéressant pour Amsel Jean-Loup, anthropologue français et directeur des études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et auteur de plusieurs publications sur le Nko. Je cite, le Nko qui est à la fois une méthode de transcription des langues à ton, un mouvement idéologico-culturel et un système thérapeutique, s'est surtout développé en Guinée et au Mali, mais il possède des ramifications en Égypte, en Roumanie, en Côte d'Ivoire, en Sénégambie, en Sierra Leone, au Libéria, au Burkina Faso, en Europe occidentale et aux États-Unis. Fin des citations.
Pour le professeur Vidrine Valentin, linguiste russe au département Mandé de l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO Paris, en 2010, je cite, « Le Nko est un alphabet pour le manding créé en 1949 par un érudit guinéen, Souleymana Kanté. Cet alphabet représente correctement le système phonologique du Maninka de Guinée en ce qui concerne le niveau segmental et tonal. Dans la vision du créateur du Nko et de ses adeptes, le Nko est un alphabet africain, pouvant desservir toutes les langues africaines, voire les langues du monde entier. Les signes diacritiques sont utilisés pour les phonèmes non existants en Maninka. Le même auteur avait décrit d'autres aspects du Nko en 2001. Je cite à nouveau, « Le Nko est aussi et surtout une philosophie africaine de l'innovation traditionnaliste, un système d'éducation populaire développé par Souleymana Kanté et ses héritiers intellectuels. » Et alors, ça continue comme ça. Alors, je traduis ça pour Hutchinson John, linguiste américain de l'université de Harvard en 2014. Ça, c'est encore plus récent. Je cite, « L'écriture Nko dépasse presque n'importe quelle orthographe latine donnée. Non seulement du point de vue de sa fidélité à la langue représentée, sa structure et ses sons, mais aussi de la manière qu'elle est répandue et qu'elle se propage. Et surtout, quand on compare la réussite, la variété, la fonctionnalité et la grandeur de son environnement lettré, fidélité à la langue, à la culture, à l'histoire, aux sciences et aux vies et métiers des locuteurs. Terminé, je rajoute ça vraiment en dernier. Pour le professeur David Conrad, historien américain, je cite, « Le Nko est une doctrine philosophico-scientifique de type encyclopédique, un système de transcription des pensées africaines et une réinvention des traditions orales. » Et puis ça continue, il y en a d'autres encore. Alors on va passer au prochain marque-page. Je vais passer à la page 39. Page 39. L'alphabet Nko dans la transcription des langues africaines. L'invention africaine dont nous avons l'honneur de vous présenter est un système d'écriture apte à la transcription exacte de toutes les langues. L'efficacité et la notoriété du Nko sont scientifiquement établies dans la transcription phonétique et phonologique des langues africaines. Dites-vous, monsieur Nafadji, toute tentative de transcription des langues africaines sans notation tonale s'est avérée inappropriée à la cause. L'avènement du Nko a permis de combler ce déficit linguistique. Dites-vous, on en a parlé. Pour exemple, les langues africaines présentent des inflexions vocales non inscriptibles aux alphabets étrangers. Exemple, en langue maninka, fait et fait. Pour la calebasse et l'infirmité, ba et ba. Pour le fleuve et la chèvre, sasa et sasa. Sasa et sasa. Enfin, je ne connais pas ça. Pour la sacoche en cuir et le rhume, sasa. Ah oui, d'accord. Kari et kari. Pour le fil et la chasse d'âge, et la classe d'âge, pardon. Exemple en sous-sous, yeke et yeke. Hein? Ok, yere et yeke. Aidez-moi. Yere et yere. Voilà, pour un grand défi comme moi, alors pardonnez-moi. Ouais, le mouton et le poisson. Et puis, il y a pour, on va dire, sembe, pour la force et l'aiguille, hein, sembe et sembe, voilà, pour la force et l'aiguille. Ouais. Touré et touré, pour l'huile et le patronyme Touré. Hein. Ouais. Maguiné pour ma femme et Maguiné pour ma soeur. Ouais. Voilà, donc on s'arrête là pour cet extrait, justement. Et alors, on va prendre un dernier extrait. Alors, ça va être la page 85. Ainsi, d'après un document de plaidoyer de l'Académie Nko publié en 2015 à Conakry, on peut y lire un paragraphe qui résume à suffisance les dates clés de l'informatisation de l'écriture Nko. Je cite. La création des premières polices d'ordinateurs pour le Nko en 1992 en Égypte. L'élaboration du premier logiciel de transcription de l'alphabet Nko
en 1996 avec MS-DOS, l'incorporation d'une co dans le Windows Office en 1998, la création des premiers sites internet en co pre-Unicode en 2001, l'incorporation du Nco dans l'Unicode en 2005, le Nco dans le système Linux et Macintosh en 2006, le Nco dans le Windows 7 en 2008, le Nco dans les appareils iPhone, iPad et Macintosh en 2011, le Nco dans le Windows 8 en 2012 et le Nco dans la communication électronique triage et la tablette Windows en 2013, le Nco dans le navigateur Opera Mini en 2013, le Nco dans l'application Nkopad, ah oui, je ne savais même pas, dans l'application Nkopad pour Android en 2014, le Nco dans le navigateur Mozilla Firefox pour les systèmes Android en 2014, le Nco dans le Windows Phone en 2015. Fin des citations. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'était ces quelques extraits pour l'ouvrage Introduction au Nco, une alternative linguistique pour l'Afrique de Nafadji Sori Kandé. À présent, nous passons à la question que les lecteurs posent à notre auteur. Monsieur Nafadji Sori Kandé, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, l'intérêt que les gens ont pour le Nco, même après la mort de Souleymana Kanté, le fondateur? Oui, l'intérêt que les gens ont pour l'Nco, c'est l'intérêt du développement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de savoirs qui sont renfermés dans les documents Nco. Donc, et l'Nco s'est diversifié. On peut apprendre l'histoire. Bon, au départ, ça a commencé par la religion. Aujourd'hui, on peut apprendre l'entrepreneuriat américain à travers l'Nco. Donc, des modèles de développement. Donc, c'est devenu aujourd'hui un outil de développement personnel et social. Donc, c'est ce qui explique vraiment la persistance. Monsieur Nafadji Sori Kandé, bonjour. Bonjour. Moi, ma question porte sur ce point. Quels sont, d'après vous, ce qu'il faut pour renforcer la diffusion du Nco en Afrique et dans le monde? Bon, le meilleur canal pour diffuser le Nco en Afrique et en Guinée, c'est de l'introduire officiellement dans le système éducatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de choses, mais il faut introduire le Nco dans les écoles primaires. Donc c'est ça le plaidoyer à l'égard des autorités en charge de l'éducation nationale. Donc quand on introduit le système de transcription Nco dans les écoles primaires, donc toutes les générations qui iront à l'école vont apprendre cela. Et ça va leur permettre, comme moi, de devenir des véritables bilingues. Le bilinguisme, ce n'est pas seulement entre l'anglais et le français, c'est entre même sa langue maternelle et le français et d'autres langues étrangères. Donc un enfant pour qui on a consolidé sa langue maternelle est naturellement plus intelligent, d'après les psychologues, même en apprenant une langue étrangère. Monsieur Kandé, bonjour. Bonjour. Quelles sont les particularités du Nco et qu'est-ce qui vous passionne tant pour ce mouvement culturel et linguistique qu'est le Nco? Bon, c'est vrai, le Nco est passionnant parce que tout le monde doit réfléchir à l'avenir du continent africain. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes politiques, sociaux, économiques et il faut de la réflexion intellectuelle pour résoudre les problèmes. Donc l'Nco est une alternative, des solutions possibles, un autre chemin pour montrer que vraiment des initiatives africaines peuvent sortir l'Afrique de l'ornière et c'est ce qui est passionnant. Monsieur Kandé, merci. C'est à moi de vous remercier. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro autour de cet ouvrage, Introduction au Nco, une alternative linguistique pour l'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, bien entendu avec un autre auteur. Au revoir.